Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 13 décembre. Plusieurs familles endeuillées après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa et les inondations qui ont suivi. En attendant le bilan officiel, on parle déjà d'une centaine de morts, plusieurs dégâts matériels et même la route nationale numéro 1 qui est coupée. À la une également, la lutte contre la fraude minière dans l'exploitation artisanale des minerais de 3T et de l'or. Un contrat de partenariat a été signé entre la RDC et les Émirats arabes unis. Bonsoir à tous, je le disais en titre, plusieurs dizaines de morts à Kinshasa dues à la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 12 au 13 décembre. On parle déjà d'une centaine de morts et d'importants dégâts matériels. Le Premier ministre Sama Lukonde s'est rendu sur terrain pour se rendre compte de la situation. Sa tournée a commencé sur les lieux de l'érosion qui a coupé la route Matadi et causant une vingtaine de morts. Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé déjà la réhabilitation de cette route. Suivez. Les dégâts sont énormes. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit du 12 au 13 décembre a laissé des traces indélébiles dans la vie de plusieurs Kinois. Selon les informations recoupées, en attente d'un bilan global officiel, on parle de près de 100 morts déjà enregistrés. La route de Matadi, coupée en deux suite à une érosion, une route capitale dans l'approvisionnement de Kinshasa en denrées alimentaires venant du Congo central. Aussitôt informé, le Premier ministre Sama Lukonde est descendu sur terrain pour faire le constat et palper du doigt la triste réalité. Les maisons parties avec des glissements des terrains, certains riverains engloutis sous les sables. Sur place, le chef du gouvernement dénombre à peu près 20 personnes décédées sorties des décombres. Ici, nous sommes sur l'un des premiers sites où la route qui mène vers Matadi a été coupée à la suite d'une érosion subite. Et donc, il nous fallait d'abord venir pour évaluer les dégâts. Les premiers dégâts que nous sommes venus évaluer, c'est d'abord les dégâts humains. Et donc, nous sommes au regret de constater que dans l'érosion qui s'est abattue, il y a malheureusement des résidences qui ont été emportées et nous avons une indication de près d'une vingtaine de morts. Et nous continuons encore les recherches dans les décombres pour avoir plus. Partageant la douleur avec les familles de ces drames, le Premier ministre a annoncé sur le champ le début des travaux de remblayage et de réhabilitation de la RN1 menant vers Matadi, coupée en deux dans sa partie comprise entre le quartier Matadi-Mayo et Mitendi dans la commune de Mongafula. Le deuxième bilan au niveau des infrastructures, pour voir exactement au niveau de la route, parce que c'est une route principale de desserte pour la ville de Kinshasa, comment est-ce qu'on peut pallier en termes d'intervention d'urgence. Je crois qu'à mon arrivée ici, vous avez pu déjà voir que des travaux de remblaiement ont déjà démarré, de manière à ce que très vite nous puissions avoir un retour de la route avec, pour commencer, les petits véhicules, les petits charrois. Et ensuite, nous allons faire un travail de plus grande envergure. Les petits charrois, ça devrait être dans les 24 heures que l'on pourrait revoir déjà le retour de la route où ils pourront passer. Mais le grand charroi, il va nous falloir des travaux de génie civil qui peuvent prendre 3 à 4 jours. Sama Lukonde était accompagné d'une forte délégation gouvernementale composée du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, du ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, du ministre de la Santé et genre et celle du genre, famille et enfants, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa et du commissaire provincial de la police. D'autres mesures seront annoncées incessamment. Il faut dire que le bilan officiel n'est pas encore connu. Aussitôt après le drame, la mobilisation a été quasi spontanée. Le cas de l'OGEFRAM, dont le chargé du commerce extérieur a été sur l'un des lieux du sinistre. Madar Tamouzi promet l'accompagnement de cet établissement qui est l'OGEFRAM. Étant une entreprise de fret, l'OGEFRAM sera aux côtés du gouvernement pour aider à renforcer les routes secondaires pour le transport routier. Suivez. Nous sommes précisément à Mitendi. La situation est amère. Maisons, voitures et pertes énormes à vies humaines causées par la pluie diluvienne qui s'est abattue et qui a également coupé la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi. Une route nourricière d'une importance capitale qui assure les échanges commerciaux entre les deux villes, dont Matadi et Kinshasa, et qui permet surtout aux Kinois de se ravitailler en alimentation, produits de ménage et autres.
Cette situation de coupure de la route et inondation n'a pas laissé indifférente l'Office de gestion multimodale OGEFREM qui a dépêché une équipe qui était conduite par son chef de service de facilitation, Madar Tamouzi, pour s'entretenir avec les autorités, question de se saisir et rendre compte des dégâts et le manque à gagner que l'État congolais doit faire face. Je suis chargé du commerce extérieur à l'OGEFREM. Nous venons au secours et même au constat des astres qui viennent de se commettre par rapport à la pluie qui vient de tomber dans la nuit entre mardi et mercredi, je crois. Et voilà, nous venons constater le dégât qui a causé des pertes en vies humaines et cela paralyse en même temps aussi les activités économiques au niveau de la ville province de Kinshasa. Raison pour laquelle il y a la présence du gouvernement de la ville, de l'excellence de la ville. Nous saluons beaucoup par rapport à sa présence dans ce lieu. Écoutez, la solution ne viendra pas du ciel, c'est vrai, il faudrait que nous puissions en travaillant en synergie. OGEFREM en tant que structure de l'État qui est habilité à pouvoir assister les opérateurs économiques dans leurs activités au quotidien, nous allons proposer des efforts avec le gouvernement central pour que nous puissions trouver des solutions idoines, des solutions palliatives pour essayer de pouvoir trouver des mécanismes comment contourner la voie principale qui est la route par rapport aux voies secondaires qu'on peut appeler même par rapport à la voie ferrée. Parce qu'avec ça, ça pourra nous aider à pouvoir essayer d'interrompre tout ce qui est opération, qui est les incidents donc, liés aux intempéries, que personne ne peut le souhaiter, personne ne l'a appelé, donc voilà, c'est un incident. Nous pensons qu'avec le gouvernement central, nous allons faire des efforts, faire des plaidoyers en faveur de l'opérateur économique pour que nous puissions trouver des solutions définitives et durables. À l'en croire, la voie ferrée sera profitable pour la République car le pays ne peut plus retomber dans cette situation qui l'a handicapé pendant beaucoup de temps. Comme solution, il a également estimé que les routes secondaires seraient une option pour assurer les trafics en attendant la réhabilitation de cette route. Transition énergétique et développement durable, c'est le thème de la 4e conférence annuelle de Glencore en République démocratique du Congo qui s'est tenue ce mardi à Kinshasa. Cette conférence a été une occasion pour ce géant minier de présenter ses réalisations au cours de l'année 2022 à travers ses opérations dans ses entreprises filiales KCC et Moumi. Jojo Moulamba et Orman Monsanto pour le reportage. Cette conférence annuelle de Glencore était un exercice de redevabilité auquel s'emploient ces géants miniers chaque année. Partenaire de la RDC depuis 2007, Glencore a profité de cette occasion pour adresser de pensées pieuses aux soldats congolais et aux victimes de la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Cette entreprise a également présenté ses réalisations à travers ses opérations dans ses entreprises filiales Kamoto Copper Company et Mutanda Mining. Pour Mutanda Mining, comme on a eu à le dire, c'est que déjà on a eu le renouvellement du permis, ce qui permet effectivement de voir un côté positif et je crois que le CEO de Mutanda a eu à le préciser aussi que d'un point de vue emploi, contractant, participation dans le développement social, il y aura certainement un progrès. Alors d'un point de vue KCC, je pense que KCC nous a montré tout ce que cette société fait au travers de son investissement social et de son investissement aussi en matière d'environnement. Alors je pourrais dire aussi que
Je le disais en titre, pour lutter contre la fraude minière dans l'exploitation artisanale des minerais de 3T et de l'or, il y a une signature un contrat a été signé entre la RDC et les Émirats Arabes Unis sur la supervision du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce partenariat a abouti à la création de 2 entreprises. La première, Primera Gold DRC pour le secteur de l'or artisanal et Primera Metal DRC pour le secteur artisanal de 3T, c'est-à-dire l'étain, le tungstène et le tantal. Fiston Oleko nous en dit plus. La signature du contrat a eu lieu en présence du ministre des Finances, de la ministre d'État en charge du portefeuille, du vice-ministre des Mines et de plusieurs experts de la primature. La délégation émirati était conduite par le chargé d'affaires de ce pays en RDC, qui est en même temps cofondateur et CEO de Primera Group Limited. Par la signature de ce contrat ainsi conclu, les 2 parties s'engagent à assainir les secteurs artisanaux de ces 2 minerais en créant 2 joint ventures devant lutter contre la fraude dans le secteur artisanal de l'or et des 3T en vue de redorer l'image ternie de ces minerais gangrénés par la fraude, la contrebande et l'exploitation illicite, particulièrement dans l'est du pays. La signature de ces 2 joint ventures donne naissance à Primera Metal RDC et Primera Gold RDC. Primera Gold RDC va mettre en place une chaîne de traçabilité de l'or artisanal acceptable à tous les niveaux. Il est inacceptable que la RDC ne puisse exporter officiellement que 3 kg par an alors que 15 à 20 tonnes d'or d'exploitation artisanale sont exportées frauduleusement. C'est beaucoup de capitaux qui échappent au trésor public. De son côté, Primera Metal RDC prendra en charge la traçabilité des minerais 3T et aboutir à une chaîne de valeur ajoutée par la transformation locale. La signature de ces contrats est l'aboutissement des discussions qui ont commencé il y a une année lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était rencontré avec son homologue émirati à Abu Dhabi. Ces négociations se sont poursuivies au niveau de la primature entre le Premier ministre Sama Lukonde et les délégués de ce pays. Dans la province de l'Ituri, la prison centrale de Bunia ne sera plus un mouroir pour les prisonniers. Une unité spécialisée des FARDC a lancé une campagne de soins de masse en faveur du personnel carcéral. Au total, 2300 prisonniers vont bénéficier de soins de qualité. Suivez. La prison centrale de Bunia enregistre plusieurs cas de décès dus parfois à la promiscuité et aux problèmes de prise en charge médicale. Soucieuse d'améliorer les conditions des malades au sein de cette maison carcérale en respectant les droits internationaux humanitaires, l'unité médicale d'intervention rapide de FARDC organise une campagne de soins de masse et de prise en charge médico-chirurgicale à l'intention de 2333 pensionnaires et c'est sous financement du ministère de la Défense nationale. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, qui s'est rendu sur place, s'est réjoui du déroulement de cette opération. Nous sommes à la prison parce que ceux qui sont internés, si je peux dire ici, ce sont nos compatriotes. Et donc j'ai eu l'information qu'il y avait beaucoup de cas de maladie. Nous avons, en tant que FARDC, une unité d'intervention rapide que j'ai dépêchée directement ici pour soigner tous les cas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis passé en inspection pour voir comment est-ce qu'ils sont en train d'évoluer dans leur travail. Et je crois que nous avons fait la visite ensemble et je suis vraiment satisfait. Cette unité médicale d'intervention rapide qui a été créée par le ministre de la Défense, c'est une unité qui s'occupe non seulement des militaires sur le théâtre des opérations, mais c'est une unité aussi qui s'occupe de la population. Au commandant de la 113e compagnie médicale d'intervention de FARDC en Ituri, le capitaine Nkoulou, de présenter le bilan de cette campagne médicale. C'est dans ce cadre purement humanitaire qui est sur instruction du gouverneur militaire. Nous avons déjà pris en charge médicalement au moins 104 patients et nous avons opéré 15 patients jusqu'à présent. Et la campagne continue. On doit opérer une quarantaine de patients. Pour le directeur de la prison centrale, 8 ans après le premier sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, le chef d'État du continent noir se retrouve à nouveau à Washington pour un sommet convoqué par le président américain Joe Biden. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi participe également à ce sommet qui va durer 3 jours. Il s'agit pour les États-Unis d'Amérique de renouer un contact direct avec l'Afrique. 8 ans après le premier sommet convoqué, c'était sous la présidence de Barack Obama. Suivez. Sécurité, crise alimentaire, changement climatique,
Investissements seront au cœur de ces assises. Du côté de Kinshasa, on attend un raffermissement de relations avec Washington. Pour ce qui est de la guerre de l'Est, ces derniers jours, les dirigeants américains ont clairement appelé Paul Kagame à cesser tout appui au M23. Les présidents rwandais et congolais, tous deux, seront présents à ces assises. C'est une occasion pour les États-Unis d'Amérique d'accélérer le processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Par ailleurs, les dirigeants américains attendent des autorités congolaises également plus d'engagement dans la sauvegarde des forêts du bassin du Congo. En cas d'une réunion bilatérale, la question des appels d'offres sur le bloc gazier et pétrolier lancé par Kinshasa sera sans doute évoquée. Washington est aussi vigilant vis-à-vis des contrats signés entre Dan Gettler et la RDC. Sur le plan de la géopolitique mondiale, les dirigeants africains seront attentifs au plaidoyer du président Joe Biden qui soutient l'idée d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Se démarquant de son prédécesseur Donald Trump, le président Joe Biden est attendu également sur la proposition de voir l'Union africaine formellement représentée au G20, d'après plusieurs sources. Les États-Unis d'Amérique profiteront également de ces assises pour poursuivre leur contre-offensive suite au positionnement stratégique récent de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales seront bel et bien organisées en 2023 en République démocratique du Congo et elles seront financées à 100% par le Trésor public. Le président de la République a confirmé cet engagement, mais à combien se chiffre le budget électoral dans son ensemble? Tentative de réponse avec Dieudonné Boinali. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que les municipales seront organisées en 2023 en République démocratique du Congo. Elles seront financées à 100% par les trésors publics congolais, a affirmé samedi le président Félix Tshisekedi dans son discours sur l'état de la nation avant de s'envoler pour Washington où il prendra part au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Quid du financement chiffré à plus d'1 milliard de dollars américains? Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale, avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Face aux multiples enjeux qu'occasionne le processus électoral en cours, j'ai instruit le gouvernement à accompagner la Commission électorale nationale indépendante et à ne ménager aucun effort relatif à la mise à sa disposition des ressources nécessaires à la réussite de ces opérations. À ce propos, je suis fier de confirmer que le gouvernement congolais, tout en restant ouvert à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, finance à 100% le budget du cycle électoral. Pour ce faire, la Commission électorale nationale indépendante a déjà reçu, selon le ministère des Finances, une enveloppe de 300 millions de dollars américains sur un budget de plus de 600 millions de dollars pour garantir le bon déroulement des opérations électorales.
Calendrier électoral, on en parle encore. Alors que la CENI a déjà détaillé les chronogrammes des opérations, des réactions des acteurs sociopolitiques continuent d'être enregistrées. La nouvelle société civile congolaise dit avoir pris acte de la publication du calendrier, mais cette dernière souhaite l'implication de toutes les parties prenantes pour plus de transparence et d'inclusivité, dit-elle. Patience Lokeke. Après la publication du calendrier électoral 2022-2027 par la CENI relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, la nouvelle société civile congolaise en a pris acte et espère obtenir l'implication de toutes les parties prenantes pour l'avènement d'un processus électoral transparent, apaisé et inclusif à l'horizon 2023. La nouvelle société civile congolaise note avec inquiétude que ce calendrier électoral soit publié dans un contexte sociopolitique et sécuritaire très volatile, nécessitant ainsi l'implication sincère de toutes les parties prenantes pour plus de transparence et inclusivité. Par ailleurs, cette dernière reste également préoccupée sur la question de la non-maîtrise de certaines contraintes par le gouvernement, alors qu'elle était évoquée par la CENI il y a 9 mois à travers sa feuille de route du 3 février 2022. Bien que cette dernière soutient le calendrier, mais la nouvelle société civile congolaise déplore les temps consacrés à chaque aire opérationnelle qui est de 30 jours et note une faible sensibilisation sur les dispositifs électroniques, l'application de préenregistrement et la vulgarisation de la cartographie. L'Union africaine s'est dit indignée du massacre des civils à l'est de la RDC. L'organisation continentale a réagi à la tuerie de 272 civils à Kishiché et à Bambo, 2 villages du territoire de Rutshuru. Pour l'Union africaine, un éclairage doit être fait dans les meilleurs délais pour que les auteurs de ce crime répondent de leurs actes. Gisèle Malamba. L'Union africaine demande que la lumière soit faite sur ces actes criminels dans un bref délai afin que les responsables de tels crimes subissent les châtiments et sanctions que dicte le droit. La République démocratique du Congo a déjà ouvert une procédure judiciaire pour punir les auteurs de ce massacre. Pour le gouvernement congolais, au total 272 civils ont été tués en 2 jours. La MONUSCO renseigne que le rebelle du M23 aurait enterré eux-mêmes le corps des victimes dans ce qui pourrait être comme une tentative de destruction de preuves. Pour l'Union africaine, les groupes armés doivent accepter de s'engager à la recherche de la paix. L'Union africaine demande avec insistance à tous les groupes armés de déposer les armes et de s'engager de bonne foi dans le processus politique pacifique sans condition préalable à la feuille de route conjointe adoptée à Luanda le 23 novembre 2022. Depuis la mise en place de la feuille de route de Luanda qui a été signée par la RDC, le Rwanda et l'Angola en présence des leaders de la région de Grand Lac et d'Afrique de l'Est, la trêve n'a été observée que peu de jours seulement. Les rebelles ont gardé leur position, même si ces rebelles du M23 ont fait savoir qu'ils sont prêts à se retirer moyennant des discussions directes avec le gouvernement de Kinshasa et une rencontre avec le facilitateur Uhuru Kenyatta. La requête des rebelles n'a obtenu gain de cause et au front du Nord Kivu, la violence est quasi quotidienne. À Kinshasa, après beaucoup de temps passé dans le noir, l'avenue des poids lourds est à nouveau éclairée. Des lampadaires ont été réinstallés sur le tronçon allant de la gare centrale au pont Matete, à la grande satisfaction de la population. Et donc ici, Estani Samba. Sortir Kinshasa du noir dans toutes ses grandes artères, un cheval de bataille du gouvernement exécutif provincial de la ville. Dans le cadre de son programme de réhabilitation de l'éclairage public à Kinshasa, l'avenue des poids lourds qui part de la gare centrale dans la commune de la Gombe jusqu'au pont Matete vient d'être éclairée. C'est après avoir procédé au même exercice quelques jours avant sur la route Bypass dans la commune de Lemba. Enthousiasmés et lançant des cris de joie, la population riveraine et certains passants n'ont pas manqué de remercier les autorités de la ville pour cette initiative combien louable dans la mesure où l'éclairage public apporte non seulement la beauté, mais aussi la sécurité sur cette route souvent assiégée par des bandits et des voleurs. Difficulté na biso tozali nango na nzela ya poids lourd eza premièrement na notre tracasserie. Et lumière ezalaki te so ekomi kaka 19h 20h, il faut biso to libérer nzela. Donc moi ezalaki te que to circuler ati ba 21h moi ezalaki te po poids lourd ekoma vraiment na molili makasi. Mais na ndenge tomoni vraiment lumière ndenge ba lancer lumière boya en tout cas tozana esengo to. Par ailleurs,
La Société nationale d'électricité SNEL, partenaire de ces vastes programmes du gouvernement provincial, est appelée à prendre des dispositions nécessaires pour suivre à la lettre le fonctionnement de chaque lampadaire déjà éclairé. Aujourd'hui, je pense que la ville est suffisamment éclairée, surtout les avenues principales de notre ville sont éclairées. Et nous continuons cette opération. Il y a encore beaucoup de sentiments positifs dans le chef des habitants de la ville de Kinshasa. Vous savez, l'éclairage public aide à réduire sensiblement l'insécurité dans les avenues de Kinshasa. Ça permet aux usagers de la route de voir de façon bien éclairée les virages, ainsi que le croisement des avenues. Et ça évite aussi les accidents, surtout la nuit. Ça permet aussi aux Kinoises et aux Kinois qui exercent l'activité économique nocturne de pouvoir continuer tranquillement dans leurs activités, dans leur commerce et de ne pas avoir un sentiment d'insécurité. Après le lancement de cet éclairage public sur Poilo, l'autorité urbaine s'est rendue à la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe pour poursuivre de près l'évolution des travaux d'ornement de cet endroit qui attire beaucoup de Kinoises et Kinois lors des festivités de Noël et de Nouvel An. À présent, l'actualité en dehors des frontières congolaises. Le Tchad, comme la plupart des pays sahéliens, a fait face cette année aux inondations causées par les eaux de pluie et les débordements des fleuves, une situation qui a provoqué de crises humanitaires et sociales importantes à travers le pays. L'Agence nationale de la météorologie, qui a pour responsabilité de prévenir et gérer les catastrophes naturelles, cette structure fait face à des défis de modernisation et des installations et l'insuffisance des ressources humaines qualifiées. Edouard Funda. L'Agence nationale de la météorologie du Tchad fait face au défi de la modernisation de ses stations pour prévenir les catastrophes naturelles. Les inondations qui ont touché 80% des villes du pays et qui ont fait environ 600 sinistrés ont montré la nécessité pour le pays de se doter d'un système de météorologie moderne. Mais pour atteindre cet objectif, le gouvernement doit au moins doubler le nombre de stations pour espérer couvrir l'étendue du territoire national. Si le processus de renouvellement des installations météorologiques est enclenché, certains experts de l'agence estiment que le nombre insuffisant des ressources humaines qualifiées impacte aussi sur l'efficacité de l'agence à prévenir les catastrophes dévastatrices. L'État doit procéder au recrutement massif des agents de liaison des différentes spécialités pour opérationnaliser le système d'alerte météo. Avec la modernisation progressive et l'adaptation des activités agricoles aux effets du changement climatique, l'agence est contrainte de renforcer ses dispositifs pour répondre aux besoins agroclimatiques des populations rurales. Pour rappel, l'Agence nationale de la météorologie du Tchad est classée par les autorités depuis 2010 comme l'un des instruments stratégiques de planification des développements socio-économiques. Selon le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, les recettes d'hydrocarbures du pays ont atteint 614 milliards de francs CFA à fin octobre 2022, en hausse de 91% par rapport à la même période de l'année 2021. Néanmoins, la production nationale de pétrole a baissé de 2%, tandis que celle du gaz naturel a augmenté de 8%. Encore une fois, Edouard Funda. Malgré la légère baisse de 2,82% enregistrée dans la production nationale de pétrole du pays, le Cameroun a mobilisé des recettes d'hydrocarbures d'un montant de 614,2 milliards de francs CFA entre janvier et octobre 2022. Quant à la production de gaz naturel, elle a connu une hausse de 8,12%. D'après la Société nationale des hydrocarbures, cette embellie est attribuable à l'augmentation des cours du pétrole et du dollar, devise de commercialisation des hydrocarbures. En plus de cette importante mobilisation de ressources pétro-gazières, la Société nationale des hydrocarbures a versé à l'État camerounais 15 milliards de francs CFA du dividende, 15,9 milliards d'impôts pour les sociétés ainsi que divers autres impôts et taxes, chiffrés
à 3,426 milliards de francs CFA. Avec le résultat enregistré pour les 10 premiers mois de l'année 2022, la Société nationale des hydrocarbures se positionne comme un catalyseur de développement pour le Cameroun. Vous avez plutôt reconnu la voix d'Enoch Issei. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.